Il y a encore quelques années, la mode des vins nature était qualifiée d'écolo-bobo. Elle ne devait pas durer. Eh bien, c'est tout faux. Même si ça reste un petit créneau, il y a une demande. On trouve même des vins nature sur les tables étoilées. Mais nature, ça veut dire quoi? Question intéressante parce qu'il y a autant de vins nature que de vignerons, parole de spécialistes, et qu'il n'y a pas de label. Mais il y a tout de même un tronc commun à découvrir à travers des rencontres. On fait du vin naturel. Ça veut dire qu'on a une viticulture bio. Et ensuite, on transforme le raisin en vin. On n'ajoute rien, on n'enlève rien. C'est du jus de raisin fermenté, élevé, mis en bouteille. Voilà, il y a des insectes, il y a un écosystème qui est respecté. Ce qui fait qu'on retrouve un peu tout ça dans le raisin. Donc on ne désherbe pas, on laisse tout pousser. On a mis du compost aussi pour faire venir de nouveau un peu la vie dans les sols. C'est joli, non? Marc Balzan, ancien sommelier de grands restaurants, et sa femme Andrea Grossman, ex-enseignante, ont lancé le domaine de Chérouche il y a 10 ans. Sans concession, ils cultivent une micro-exploitation de moins de 2 hectares à Haillan, au-dessus de Sion. Des vignes proches de la nature pour un vin authentique. Donc on essaie de travailler au mieux à la vigne en respectant le vivant pour essayer d'avoir des raisins les plus sains possibles, avec les meilleures composantes qui vont nous donner une meilleure expression et aussi pour que ça se passe bien en fermentation. Marc et Andrea sont aujourd'hui en culture bio, même si le domaine n'a pas de label officiel. Pour faire simple, il existe aujourd'hui 3 manières de produire du raisin. En culture conventionnelle, pesticides, herbicides, fongicides ainsi que le cuivre et le soufre sont autorisés. Par contre, en culture bio, la chimie de synthèse est interdite, on recourt au soufre et au cuivre pour traiter les principaux problèmes de la vigne. Enfin, la biodynamie est plus restrictive encore, les quantités tolérées de soufre et cuivre sont moindres, on préconise l'utilisation de préparations biodynamiques et de suivre les cycles de la Lune. Sur le terrain, Andrea et Marc encouragent la concurrence entre herbes folles et vignes. Ils s'abstiennent d'arroser et d'ajouter de l'engrais, alors logiquement les récoltes sont moindres. Les limites quantitatives de production en Valais, ça varie un peu chaque année, mais ça tourne autour de 1,1 kg au mètre carré. Et la production que je fais, cette année, je dois être à 450 grammes au mètre, pour donner une idée. C'est ici, sous leur maison, qu'Andrea et Marc ont installé leur cave. Aidés par la famille, ils séparent, raflent les grains de raisin avant de laisser macérer quelques semaines. Tout le processus s'effectue sans ajout d'éléments extérieurs qui facilitent le travail en cave, ces éléments que l'on nomme intrants. Intrants, ça peut être des levures, ça peut être des éléments de collage qui permettent de clarifier le vin, de le nettoyer, du soufre pour la stabilisation, des copeaux de bois, enfin tout ce qu'on veut. Il y a je ne sais pas combien d'intrants œnologiques qui sont utilisés pour réaliser le vin conventionnel, chose qu'on ne fait pas. Le domaine de Chérouche produit des vins qu'on appelle vins nature. Une dénomination sans cahier des charges précis, mais qui s'attache à utiliser le minimum d'intrants. Ainsi, la fermentation est provoquée par les levures que produit naturellement le raisin, alors que la viticulture conventionnelle ou bio peut ajouter des levures extérieures apportant une standardisation au goût. Pour l'un des premiers cavistes à avoir proposé des vins nature à Genève, ce qui importe, c'est de conserver la personnalité de chaque terroir. Le plus important, c'est vraiment pas de pesticides, d'herbicides, de fongicides, pour arriver justement à ce que le vigneron travaille sa levure indigène, pour que le vin ait vraiment son identité, pour arriver à cette vinification qui sera déclenchée par ces levures naturelles. Un autre élément distingue les vins nature des autres, c'est la quantité de dioxyde de soufre ou sulfite. Cet élément est naturellement présent dans le vin, mais les vignerons peuvent en rajouter lors de la vinification ainsi que lors de la mise en bouteille pour ne pas qu'il s'oxyde. En viticulture conventionnelle, on limite les sulfites à 210 mg par litre pour les vins blancs et 160 pour les rouges.
En bio, ce sont 120 mg pour les blancs et 100 pour les rouges. En biodynamie, 90 et 70. Et en vin nature, on est souvent en dessous des 40 mg. Mais certains vignerons, comme Andrea et Marc, n'en ajoutent pas du tout, se contentant pour conserver le vin des sulfites produits naturellement. Là, c'est du raisin qu'on a pressé directement au pressoir. Là, ça a déjà 2 semaines de fermentation. Donc là, on a un petit peu des bourbes encore qui sont présentes en surface. Et si on observe bien, on voit que ça bip, 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 ça chante. Et donc au début, on a pas mal de bourbes et puis après, on les ramasse avec une écumoire. Et donc le deuxième stade, une fois que toutes ces bourbes sont bien remontées, on arrive sur un vin, sur un vin, c'est pas encore du vin, mais quelque chose de clair comme ça, de joli, propre. La petite effervescence, le carbonique qui remonte et puis des très bonnes odeurs qui arrivent. Là, on commence à distinguer un petit peu les caractères du cépage. Le domaine de Chérouche exporte 80% de ses 7000 bouteilles en France, États-Unis, Danemark ou encore au Japon. Les vins nature connaissent une progression importante, même si pour le consommateur lambda, ces vins sont parfois difficiles d'accès. Donc quand on met en bouteille, souvent il reste du gaz carbonique. Et quand on ouvre la bouteille et qu'on la serre, on a ce gaz carbonique. Alors moi j'aime bien parce que ça amène de la fraîcheur, mais souvent les gens assimilent ça à un redépart de fermentation, à un défaut, quelque chose comme ça, alors qu'il faut juste chuter le vin dans une carafe, voire même secouer un peu la carafe pour faire mousser le vin, et ensuite on regoute, et là on a des arômes qui se développent, et on a les tanins qui s'attendrissent, et du coup c'est meilleur. Bon appétit, merci. Bon appétit. Zati qui vient pour le mot de la fin, c'est mort de rire. On aura compris que l'appellation vin nature n'est associée à aucun cahier des charges. Certains sont sans aucun intrant chimique de synthèse, à la vigne comme à la cave, mais le vigneron n'est pas obligé de renoncer complètement à ajouter des sulfites. Alors à ce stade, il faut qu'on éclaircisse 2-3 choses avec vous. Grâce à vous, Pascal Denolin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'analyse sensorielle à Changin. Alors, ce dioxyde de soufre, ce sulfite, a aussi une mauvaise réputation sur le plan de la santé. On dit que ça provoque des allergies ou qu'il y a des gens qui sont allergiques, ça peut provoquer de violents maux de tête. Vous confirmez ? Alors c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui pourrait être allergique. Toutefois, les études montrent que c'est seulement 1% réellement qui serait allergique au sulfite. Après, d'après certains sondages, on monte à 5 voire 10%. Alors ça peut, en cas d'allergie, provoquer un petit peu d'asthme. Ça a des vrais effets sur les asthmatiques, par exemple. Et ça peut provoquer des maux de tête, des réactions cutanées. Toutefois, les maux de tête sont aussi dus à la déshydratation due à l'alcool. Quand on boit trop. Quand on boit trop. Ou du moins beaucoup. Mais est-ce que ce n'est pas aussi lié à la dose de sulfite ? Il peut y en avoir beaucoup plus dans un vin blanc conventionnel que dans un vin blanc biodynamique, par exemple. Tout à fait. On va avoir une certaine dose de sulfite. Toutefois, je crois qu'il faut boire 5 litres de vin d'un vin conventionnel pour vraiment avoir des effets négatifs du sulfite. Et à savoir que des abricots secs, par exemple, pour garder leur couleur et leur fraîcheur aromatique de l'abricot frais, contiennent jusqu'à 5 à 6 fois plus de sulfite que n'importe quel vin conventionnel. Alors tout est en relatif, effectivement. Mais néanmoins, la dose, toujours, je reste là-dessus, beaucoup de sulfite ou un peu de sulfite, ça peut avoir de l'influence sur le goût du vin. D'ailleurs, vous le repérez vous-même. Tout à fait. Alors, ça peut avoir une influence. Ça peut masquer un petit peu les arômes naturels du vin. Ça peut durcir un petit peu le vin en bouche. Et moi, personnellement, je le perçois certaines fois en fin de bouche, où on a un petit peu l'aromatique de l'H2S, donc de côté un petit peu œuf, tel qu'on peut l'avoir quand on va sur des termes qui sont riches en soufre. Alors ça, c'est dommage. Alors, vous diriez quoi ? Est-ce qu'il vaut mieux se passer complètement de sulfite, ça devrait être la règle, ou un petit peu, c'est OK ? Alors l'idéal, c'est de le maîtriser, parce que si il y a quand même un risque à se passer complètement de sulfite, de développement de défauts. Oui. Un vin, naturellement, il va aussi partir au vinaigre si on n'y fait rien du tout. On peut avoir des développements d'aromatiques type écurie, mais qui va jusqu'à vraiment des choses très désagréables. Un goût de souris qui est réapparu ces dernières années, notamment avec les vins nature, où on a vraiment une aromatique très forte en fin de bouche. Et c'est vrai qu'on peut avoir des retours aussi en fermentation, des altérations du vin une fois en bouteille. Oui, mais si on maîtrise bien toutes les étapes, finalement, on pourrait s'en passer.
On peut s'en passer assez facilement dans les vins rouges, notamment dans les nouveaux cépages type d'Ivico, qui est très riche en polyphénol et qui, du coup, a un effet protecteur du vin. Par contre, pour les vins blancs, c'est très compliqué. C'est plus difficile. Merci pour vos explications, très claires. Bonne soirée à vous, merci. Et nous, on revient au vin nature. Ne croyez pas que ce soit une production confidentielle. Ce marché est en pleine expansion, je le disais en introduction. Il y a là un bon filon que les distributeurs ont flairé. C'est aussi un sillon creusé par des passionnés. Si on parle des vignerons, disons, c'est des gens que moi j'admire énormément parce qu'ils font un travail fou, ils prennent des risques fous par rapport, je dirais, au conventionnel. Certains tournent tout juste, ils vivent modestement. Alors ici, c'est la caverne d'Ali Baba. Il y a ici les 40 vignerons avec lesquels je travaille maintenant. J'ai toutes les régions de France, 7 vignerons allemands, 3 ou 4 vignerons italiens, j'ai 2 vignerons autrichiens, j'ai un vigneron grec. Ces bouteilles, Paul Bassanger les connaît et les aime. Il est allé les dénicher directement chez les vignerons pour les importer en Suisse. Avec chaque domaine, c'est l'histoire d'un coup de foudre qu'il tente de transmettre. Il y a une dizaine d'années, cet ancien banquier, davantage porté sur les crus bourgeois du Bordelais, a découvert les vins nature. Aujourd'hui, il distribue 200 références aux particuliers et aux professionnels de l'arc lémanique. Cet après-midi, il a convié quelques restaurateurs, sommeliers et gérants de bars à vin pour leur faire goûter ses dernières trouvailles, dans l'espoir qu'ils passent commande. L'ambiance est sans prise de tête et l'assistance conquise d'avance. Là, on est sur O14, qui sont les chardonnays à Alexandre Jouveau. C'est bon ? C'est très bon, ça se boit méga facilement. Petite queue de cerise, très aisée, très facile, peu d'alcool, de la buvabilité, et voilà, le tour est joué. Cette cuvée-là, c'est la première fois que je la goûte, c'est beaucoup plus fin que celle que je propose moi, qui est un peu la pinot de base. Là, c'est une cuvée parcellaire, où les extractions sont un peu plus lentes, un peu plus délicates, c'est plus concentré. Des vins qui séduisent ces professionnels. Mais parviennent-ils à convaincre leur clientèle de commander ces vins différents ? Moi, je leur fais goûter sans leur parler du vin. Je leur fais goûter et après, je leur parle du vin. Ce que vous avez dans votre verre, vous avez beaucoup aimé, c'est un vin naturel avec 0,1 ans. Donc, souvent là, bon, c'est la première fois, d'habitude, j'aime pas, c'est sauvage. Voilà, comme quoi. Faut pas torturer les gens, hein. S'ils y comprennent pas au début, qu'ils boivent ce qui leur fait plaisir, puis après ils viendront au reste. Moi j'ai cherché un peu la difficulté parce que je n'importe que des nouveaux vignerons, inconnus en Suisse généralement, donc souvent des jeunes. Mais je travaille pour eux. Enfin, quand je suis fatigué et que je suis découragé, ça peut arriver comme de temps en temps, je me dis mais ces gens-là sont fantastiques, je leur dois de me bouger les fesses un peu, parce que leur vin, leur travail le mérite. La dégustation terminée, notre fringant septuagénaire part déjà livrer ses clients de plus en plus nombreux. C'est vrai que Genève est pas mal influencée par Paris, donc je pense qu'en Suisse, on est quand même de loin la ville la plus avancée pour ce qui est du vin nature. Mais Lausanne suit pas mal maintenant, et Zurich commence aussi à sérieusement s'y intéresser. Paris, Copenhague, Londres, les États-Unis ou le Japon, les vins nature figurent de plus en plus souvent sur les cartes des lieux gourmands ou branchés. Marché encore confidentiel il y a 20 ans, aujourd'hui même la grande distribution s'y met. La chaîne de magasins Nicolas, 520 magasins dans le monde, dont une vingtaine en Suisse romande, profite du flou autour des vins nature et propose 5 références de vins sans sulfite, français ou chiliens. Donc un petit gamay en vin nature à butiner, donc qui est sans sulfite ajouté. On a aussi de ce côté un petit Côte du Roussillon, donc en mestérail, vraiment excellent, un vin assez charpenté, donc qui est très très bien. Certes, il n'y a pas de cahier des charges du vin nature, mais on s'étonnera ici que certaines références sans sulfite ne soient pas vinifiées avec du raisin bio et des levures indigènes. Pour le vin nature tel qu'on l'entend, il faudra repasser. La chaîne Nicolas surfe seulement sur cette mode. J'aime pas trop la notion de mode, je pense qu'il faut être un petit peu plus
observateurs soigneux de l'attente de nos clients, qui ne s'inscrivent pas nécessairement dans des modes, mais dans des besoins. Là, en l'occurrence, le besoin, c'est de se sentir le moins exposé possible à des additifs. Et ça séduit une partie de la clientèle que l'on se doit de servir au mieux. Servir au mieux, c'est évidemment le slogan de tout distributeur. La chaîne Nicolas n'est pas la seule à jouer avec cette tendance nature en profitant du flou de sa définition. L'autre grande tendance qui prend de plus en plus de place dans les rayons, ce sont les vins bio et même à petit prix. Depuis quelques années, on trouve en grande surface des bouteilles de rouge ou de blanc suisse bio à une dizaine de francs. Alors que la production biologique est souvent perçue comme plus coûteuse, comment cette performance est-elle possible? L'aventure d'une de ces bouteilles débute ici, à Bursin, un village au cœur du vignoble de la Côte. Vincent Betchen y exploite 11 hectares de pinot noir, pinot gris, gamaret, chardonnay, sauvignon, merlot, cabernet, etc., etc. Et bien sûr aussi le cépage star, le chasselas. Je produis du chasselas sur à peu près un tiers de mon domaine. J'en ai besoin pour mon usage personnel parce que j'ai une bouteille que je vends au domaine. Et puis le reste, je le vends à mon partenaire Schenk, Carole, qui en fait un vin destiné à la grande distribution. Ce vin qu'il destine à son partenaire en version blanc, c'est du chasselas, et en rouge, un assemblage de gamaret, pinot noir, gamay et merlot. Ce vin bio sera proposé par Manor moins de 10 francs la bouteille et même 7 francs 95 lors des périodes de promotion. Une performance rendue possible en comprimant l'ensemble des coûts. On a déjà réussi au niveau de la vigne à tenir nos coûts de production sous contrôle parce qu'on est sur la côte, on a des parcelles d'une certaine grandeur, on a de plus en plus de voisins bio aussi, ce qui simplifie les choses. Le chasselas s'y prête assez bien à faire du bio sous cette forme. Et vous prenez par exemple le chardonnay, qui est sensible aux maladies. Là, on ne pourrait jamais faire une bouteille au même prix que ce qui a été dit tout à l'heure. Vincent Betchen réalise la vinification de son vin bio lui-même. Puis c'est en camion-citerne qu'il sera acheminé chez le plus grand encaveur négociant de vin suisse, le groupe Schenk, qui s'occupera alors du conditionnement à un prix défiant toute concurrence. Déjà, c'est les coûts de prise en charge, parce que c'est quand même un site où on a quelques millions de litres. Et surtout, c'est la chaîne de mise en bouteille, où là, on travaille avec une main-d'œuvre, disons, au minimum, parce que tout est automatisé. Donc, c'est vraiment sur les coûts de finition et de mise en bouteille, où là, on peut gratter encore quelques centimes. Ce vin, il est destiné à qui ? Alors le concept bio qui a été mis en place par Schenk, c'est surtout à rendre accessible un produit bio à une jeune clientèle qui peut-être ne peut pas s'offrir certains vins bio de haut de gamme. L'encaveur fait donc le pari de la future clientèle bio. Pour le vigneron, dans un contexte où certains de ses collègues accumulent du stock, le but de l'opération est plus terre-à-terre. On va dire que ça couvre les coûts, sans plus. Alors c'est vrai qu'on pourrait rêver de mieux, mais on peut aussi s'en satisfaire. En tout cas, dans l'immédiat, vu que le marché est lourd et que c'est compliqué de vendre, ce qui est vendu même à ce prix-là, c'est déjà ça de prix, quoi. Voilà. C'est compliqué de vendre une situation que vous connaissez bien aussi, Lionel Dujardier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vigneron encaveur indépendant à Satigny, votre domaine c'est le Clos du Château. Vous avez fait dernièrement un discours avec pas mal de colère dans au repas de l'Académie du CEP. On sait que les temps sont durs pour les vignerons, on l'a déjà entendu. Est-ce qu'ils sont plus durs pour un vigneron qui fait du vin bio comme vous ? Alors, ils ne sont pas plus durs, on pourrait penser qu'ils seraient plus faciles, surtout parce que c'est la tendance actuelle du marché. Et nous, on s'est lancé dans le bio en ayant une partie en bouteille et une partie en vin, en vrac. Et on a misé pas mal là-dessus, on y croyait. Et on voit que la grande distribution boude les vins bio suisses au détriment de vins étrangers qui sont produits moins chers et qui ne répondent pas aux mêmes normes que les nôtres. Alors on y reviendra, mais au fond, vous avez eu une bonne vendange, vous m'avez dit en 2019. À quel prix le litre est susceptible de se vendre bientôt ?
Alors aujourd'hui, pour cette partie de vin en vrac, donc le vin bio est mis dans la masse des vins traditionnels parce qu'il n'y a pas de marché de vin en vrac pour le bio. Et on nous offre aujourd'hui un acompte de 70 centimes par litre de vin. C'est trop peu ? C'est trop peu, oui, ça couvre de loin pas les frais et on ne va pas s'en sortir et des caves vont arrêter et des gens vont arrêter de vinifier à ce prix-là. Et alors, au fond, vous en voulez à la grande distribution parce qu'elles importent trop de vins étrangers ? Ils ne sont pas produits selon les mêmes normes éthiques, écologiques et surtout avec les mêmes salaires que les nôtres. La vigne, ça demande beaucoup de main-d'œuvre, c'est un travail de forçat à un moment donné de l'année, aux effeuilles, aux vendanges. C'est du travail manuel, il faut payer les gens et nous, on ne paye pas les gens au même prix que dans certains autres pays de l'Union européenne. Mais rien n'empêche les grandes surfaces d'importer du vin bio étranger, évidemment. Est-ce que vous seriez favorable à une taxe, comme Donald Trump le fait pour les vins français, par exemple, alors ? Alors, favorable à une taxe, je serais surtout favorable à ce qu'on soit sûr qu'ils soient produits selon les mêmes normes que les nôtres. C'est-à-dire être sûr qui fait les normes des vins bio étrangers et qui les contrôle. C'est ça aussi le problème du vin étranger. Et le vin bio, ça va aussi avec le vin de proximité. Le vin étranger, le vin bio étranger, il est acheminé jusqu'ici. Il n'est pas venu chez nous en vélo électrique, j'entends, c'est du mazout, c'est du kérosène, c'est des avions, c'est du bateau, et il n'y a rien de bio là-dedans. Le vrai bio, c'est la proximité. Le bio, ce n'est pas forcément local, hein. D'ailleurs, on va le montrer dans une prochaine émission. Au fond, quel serait le message que vous aimeriez faire passer, soit aux grandes surfaces, soit aux montres politiques ? Il y a un nouveau Parlement fédéral maintenant. Alors, le message, c'est n'oubliez pas le secteur primaire de votre pays, n'oubliez pas la production locale, c'est la base de l'économie et c'est là-dessus qu'est fondé tout le reste. Et si on détruit la base, on détruit le reste. Et c'est très important de soutenir son économie locale, de soutenir les vignerons locaux, qu'ils soient bio, qu'ils soient conventionnels. C'est comme ça qu'on sauvera la planète, c'est en restant chez nous et en travaillant avec les producteurs de notre pays. D'accord, et si on ne vous entend pas, qu'est-ce qui se passe ? Si on ne nous entend pas, ma foi, on essayera de durcir le ton et de montrer que la production, elle est là, qu'on existe, qu'on a des amis, qu'on a des partisans, et puis on essaiera de faire changer les choses, de faire bouger les choses. On va y croire jusqu'au bout. On va nous entendre. Bon, j'espère qu'en tout cas le message a été entendu ce soir. Merci beaucoup, Merci Lionel Bugéardil. Alors, buvez local, c'est un peu le message que les vignerons romans et vous voulez faire passer. Du local, on en trouve en version bio, en version biodynamie et nature. La question qu'on se pose évidemment, c'est du côté gustatif. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que ces vins sont bons ? Sans prétendre à une réponse statistique, voici un petit coup de sonde d'une dégustation faite dans les règles de l'art. Pour notre dégustation, nous sommes allés au Passeur de vin à Genève. Un caviste pionnier des vins nature, mais qui propose aussi des vins bio, biodynamiques et conventionnels. C'est ici que nous avons convié nos 5 dégustateurs, certains amateurs de vin nature, d'autres de vins plus classiques. Emeline Zuffray, œnologue et journaliste, elle organise notamment le salon Vinéa à Sierre et le concours Le Mondial des Pinots. Un vin idéal, ça c'est une bonne question. Un vin idéal, c'est un vin qui a du fruit, qui a de la fraîcheur et qu'on a envie de partager, qu'on a envie de boire jusqu'à la dernière goutte. Geoffrey Bentrari, meilleur sommelier suisse 2010 selon le Goemio, il officie aujourd'hui au restaurant de l'hôtel Président Wilson. Un vin idéal, il faut qu'il reflète à la fois de l'histoire, de la sociologie, beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, et voilà, c'est ça le vin idéal. Valentina Andrei, née dans le nord de la Roumanie, la vigneronne est aujourd'hui établie à Saillon où elle travaille en quasi-biodynamie. Elle a été distinguée notamment par le Goemio. Pour moi, un vin idéal, c'est un vin où on a la buvabilité, où on a envie de reprendre et finir la bouteille. Édouard Torrent, distributeur de vin nature, il a également lancé le blog à succès The Wine Stash. Un vin idéal, c'est un vin qu'on va avoir du plaisir à boire, qu'on va avoir de la facilité à boire, un vin qui ne va pas te rebuter, un vin qui est invitant et un vin dont on va se souvenir. Et enfin, Arnaud Siegfried, caviste en ligne sous l'enseigne Souffre pas ça sulfite, consacré, on l'avait compris, au vin nature. Pour moi, un vin idéal, ça devrait être comme l'amour, pur et sans artifice. Nous avons soumis à leur palais 10 pinots noirs suisses, bio, biodynamiques et nature. Dégustés dans un ordre différent par chaque juré, les vins ont été notés selon leur robe, leur nez et leur bouche. 1 étant le minimum et 10 le maximum.
En dernière position, on trouve la cuvée Nature Electric Water de Julien Guillon, réalisée à Ayen en Valais. Tu sais pas si c'est du fruit ou pas du fruit, ou le fruit est peut-être un peu timide, ou justement pas clairement défini. C'est vraiment le mot pour moi brouillon, qui malheureusement indique ce qu'il veut dire. C'est vrai que déjà, la robe très pâle, c'est presque un rosé un petit peu coloré. Et puis de nouveau, pas d'harmonie, des arômes de marchaux, vraiment un vin très brut. J'ai l'impression moi, que c'est un échantillon qui est tiré à la cuve. Et je trouve dommage par rapport au travail qu'il y a derrière de ne pas plus mettre d'efforts sur la vinification. À la 9e place, c'est le vin nature Stardust du domaine du Moulin à Coinzin. On va dire c'est un peu vert, hein, c'est dans l'expression, dans ce qui se dit en général dans le vin. Quand un vin est un peu jeune, il y a une certaine astringence. En fait, c'était parce qu'on a l'impression qu'on est sur des tanins qui ne sont pas vraiment mûrs. Donc c'était un petit peu bizarre. Ouais. Je dirais que non, ça ne m'a pas plu. En 8e position se trouve la cuvée nature Notre-Dame de Fabien Henriot. Mais on avait le rance, comme le beurre rance en finale, un petit côté oxydatif qui ne m'a pas plu. Et au nez, on sentait cette oxydation et puis il y a en fin de bouche. 7e, le Petit Lullier, réalisé en biodynamie au domaine Château-l'Évêque à Jussy dans la campagne genevoise. C'est la bouteille la moins coûteuse de notre dégustation à 16 francs. En 6e position, Les Fenêtres, un vin nature signé Paul-Henri Solaire à Genève. 5e place, le Pinot Noir bio du domaine de la Croix à Vinzelles près de Nyon. Et c'est un autre bio vaudois qui occupe la 4e place, l'Évidence du domaine des Faverges à Saint-Saphorin. Alors c'est un vin qui était très très prometteur au nez. Je trouvais qu'en bouche il était peut-être un petit peu abrupt en finale et un peu décevant. Il n'y avait pas trop d'harmonie entre le nez et la bouche, mais autrement c'était vraiment un joli vin. Moi j'ai assez aimé ce vin. La 3e marche du podium est occupée par le Nature Pilgrim de Mathias et Zina Goubler, installé dans les Grisons. C'est la bouteille la plus chère de notre dégustation, 58 francs. Donc c'est un vin qui est bien fait, qui n'a pas de défaut, mais simplement le bois prédomine. On était vraiment sur un fruit mis en avant, presque un fruit un petit peu tagada, presque un peu, je dirais, ça fait un peu bonbon harlequin, voire cerise. Et on a l'impression d'être sur un vin, disons, un peu plus conventionnel. En 2e position, c'est le Pinot Noir bio du domaine des Coccinelles situé sur les rives du lac de Neuchâtel à Saint-Aubin. Je trouvais en fait ce vin, il avait une couleur très soutenue, très intense, un peu violacée, qui peut être propre dans les régions où on a un peu plus d'acidité, des sols très calcaires. Dans la bouche, on avait un peu plus de fruits. Il y avait du gras, du volume, comme ça, mais pour moi, ça manquait un petit peu de finesse pour un pinot noir. Enfin, à la première place, on trouve Les Vignes dans le ciel, un vin du domaine de Bedon à Fuilly, réalisé en biodynamie. Alors ça, c'était un vin qui était très explosif, avec un nez de fraise des bois vraiment très marqué, très intense, qui sortent un petit peu du type Pinot, hein, le type Pinot traditionnel. On est plutôt sur des vins assez précis, assez élégants, et là, on était vraiment très explosif. C'était une explosion de fruits. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, c'est un vin qui a du caractère, un peu atypique, mais qui a du caractère. Dans le trio de tête de cette dégustation, vous avez un vin biodynamique, un bio et un nature. Des résultats que vous pourrez retrouver sur notre site internet, évidemment. Ces notes sont une moyenne de celles données par nos 5 dégustateurs et dégustatrices. Quant au dernier de ce classement, le vin nature Electric Water, son producteur nous a répondu qu'il assume et que de toute façon, son vin a du succès, surtout à l'étranger. 95% part hors de Suisse et des sommeliers de grande table l'ont mis à leur carte. Donc tout va bien. Tant mieux pour lui. Ces reportages étaient réalisés par Gabriel Tégédor et Yves Poulican. Vous informer, c'est notre devoir, on le fait avec plaisir évidemment. Vous faire profiter des enquêtes de nos collègues francophones, c'est encore mieux. Bonsoir Malik. Bonsoir Manuel. Alors vous avez plongé dans les revues romandes, françaises, belges. Vous avez repéré quelques articles intéressants, dont un, et on va rester là dans le vin. Oui, le magazine Roman, donc Bon à savoir, a testé 9 appareils qui permettent, vous savez, de conserver le vin une fois que vous avez enlevé le bouchon. Alors le vainqueur du test, c'est un système américain qui marche avec des capsules à gaz. Alors c'est hyper technologique, hyper efficace, mais ça coûte juste 359 francs plus les capsules.
Donc, pour le commun des mortels, les autres systèmes vont de 3,95 francs à 68 francs. Mais là aussi, il faut faire un peu attention parce que plusieurs de ces appareils ne sont en réalité pas plus efficaces que de simplement reboucher avec le bouchon. Donc, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Bon à savoir, comme le dit le magazine, le e-commerce se porte bien. Les Suisses achètent toujours plus sur Internet et toujours davantage à l'étranger. Le magazine français Que Choisir a fait une enquête intéressante sur ce secteur. Oui, une enquête sur les dessous des géants du web, Zalando, Alibaba, Amazon. Alors, le problème, c'est que la concurrence est tellement féroce que tout le monde cherche à réduire les délais de livraison. On vous promet votre produit en 24 heures. À Paris, on vous promet une livraison ultra express en 2 heures même. Oh. Alors, le consommateur est ravi, mais c'est évidemment au prix d'un désastre écologique parce que vous imaginez le nombre de milliers de camionnettes qui circulent, de cyclistes dans tous les sens, et puis une dégradation générale des conditions de travail. Et Amazon, maintenant, nous annonce aux États-Unis des livraisons dans les 15 minutes dans quelques années. Donc les livreurs n'ont pas fini de pédaler. Oui, il faut l'avoir ça. Un article maintenant qui va intéresser les jeunes parents, c'est le magazine de la Fédération romande des consommateurs qui a testé un produit qu'à bon entendeur on n'a jamais testé parce qu'il est très cher à l'achat. Exactement, ils ont testé 12 poussettes. Poussettes pour enfants. Voilà, et comme bien souvent dans ce genre de test, il n'y a pas forcément de corrélation entre le prix et le classement. Par exemple, la poussette la plus chère, qui coûte plus de 1200 francs, n'arrive que 5e du test, alors que la première, elle est à 400 francs, c'est-à-dire 3 fois moins. Le bébé va grandir, va aller à l'école, on s'intéresse à ce qu'il va manger, mais surtout boire à la récréation. Ça, c'est un article de Test Santé de nos collègues belges. Voilà, nos amis belges ont testé 474 boissons en bouteille et en berlingot. Ils ont concocté un Nutri-Score, vous savez, ces lettres qui permettent de classer les produits. Oui. Le verdict, il n'est pas terrible. Il y a beaucoup de boissons qui sont classées D ou même E, c'est-à-dire en queue de classement. Puis surtout, attention au sucre. Dans les sodas, dans les nectars, on trouve facilement 3, 4, voire 5 morceaux de sucre. Même 3 sucres et demi dans une eau aromatisée. C'est énorme. 6 sucres dans un smoothie. Aïe. Alors la conclusion de nos amis belges, c'est buvez de l'eau plate, mais évidemment c'est un peu moins rigolo. Oui, on peut un peu l'aromatiser avec des tisanes et de l'amande par exemple. Alors cet enfant va grandir encore davantage, devenu ado ou jeune adulte, il va peut-être avoir envie de se faire tatouer. C'est très tendance ça. Alors c'est très tendance et c'est le magazine français 60 millions de consommateurs qui nous le dit, c'est super, mais disons il faut faire attention au moment si on veut se détatouer parce que là ça se complique. On peut recouvrir le tatouage, mais ça ne marche pas à tous les coups. On peut détatouer en brûlant le derme ou même en fragmentant l'encre au laser. Mais alors là, c'est compliqué, c'est long, c'est douloureux. Et puis, le résultat n'est pas garanti. On nous cite le cas d'un monsieur qui s'était fait tatouer sur la fesse le visage d'un animateur de télévision. Tous les goûts sont dans la nature, Manuel. Mais quand il a voulu se détatouer, il en a eu pour 17 séances. Il a dépensé plus de 5000 francs. Et on voyait toujours la silhouette de l'animateur. Donc, il faut bien réfléchir avant de se lancer. Très bon conseil. Et merci pour cette revue de presse. Bonne soirée, Malik. Merci. La faillite de Thomas Cook, la célèbre agence de voyage britannique, liquidée dans la nuit du 23 au 24 septembre dernier, a créé un tsunami dans le monde du tourisme. Moins bruyante, la cessation d'activité d'une autre agence, basée, elle, à Genève, fait aussi des dégâts. Des milliers de clients abandonnés, et pas qu'en Suisse. Cette agence, c'est Amoma. André Gringeri a rencontré 2 voyageurs lésés. J'ai l'habitude d'aller voir sur Internet les réservations. Amoma a fait cet été pas mal de promotions, on donnait des pourcents. Ils étaient assez présents sur les sites Internet. Avec Amoma.com, votre hôtel est à moins 40, moins 50, moins 60%. Difficile de résister. Amoma.com, dormez au meilleur prix. Et moi, je les avais utilisés l'année passée en Allemagne. Ça avait tout très bien joué. Donc, j'ai fait la réservation avec eux. Pierre Joël avait prévu de partir une semaine à Porto avec sa femme pour découvrir la ville et ses environs. Réservation payée en août pour un voyage prévu en octobre. Mais à quelques jours du départ arrive une mauvaise nouvelle. Amoma annonce avoir mis la clé sous la porte. La réservation va probablement être annulée par nos fournisseurs. Mais pour les personnes ayant réservé des chambres via notre site, prendre contact avec l'hôtel réservé pour vous renseigner à propos de la mise à disposition de la prestation. Ces vacances, Sabrina les rêvait à Dubaï. Une semaine en octobre avec sa sœur et son neveu. Bel hôtel et séjour ensoleillé au programme, la famille se réjouissait d'un voyage réservé depuis de nombreux mois. Puis est arrivé l'email d'Amoma.
La première chose que j'ai faite, c'est j'ai pris mon téléphone et j'ai essayé de les joindre et c'était répondeur. Donc ils ont envoyé le mail, c'était vendredi peut-être 16h30, donc ils ont fermé directement après. Franchement, je ne savais pas trop quoi penser. Amoma est un site de réservation en ligne basé en Suisse. Le siège se trouve sur le quai Wilson, dans un quartier cossu de Genève. Sur place, impossible de rencontrer quelqu'un. Les déboires d'Amoma ont fait les titres dans la presse. L'entreprise avait environ 380 employés et pèserait plusieurs dizaines de millions. Elle a laissé des milliers de clients sur le carreau sans grandes explications. Amoma est aujourd'hui injoignable. Donc ça ne répond plus, ils ont complètement coupé. Avant ça sonnait encore une ou deux fois. Voilà. Moi, le lundi, je me suis rendue dans leur bureau. Là, il y a une dame qui est venue. Elle n'a rien voulu me dire. La seule chose qu'elle a fait, c'est qu'elle m'a pris mes coordonnées bancaires. Et elle m'a dit, nous, notre objectif premier, c'est de rembourser tous nos clients. Mais ça, c'était il y a presque un mois. Et depuis, j'ai jamais eu de retour. Les hôteliers n'ayant pas été payés par Amoma, ils ne se sont pas gênés pour abandonner les clients et leurs réservations. J'ai appelé d'abord l'hôtel Mercure dans un premier temps et ils m'ont dit, vous faites pas de soucis, c'est bon, la réservation est confirmée. Quand vous aurez fini votre séjour, on débitera la société Amoma et tout sera réglé. Et puis ça a continué à me turlupiner. Et donc 3-4 jours après, j'ai rappelé l'hôtel en leur demandant qu'est-ce qu'il en était. Vraiment, si vous pouvez m'envoyer une confirmation écrite. Et là, ils m'ont dit, non, on ne vous connaît pas. On ne traite pas avec Amona, etc. Enfin, c'était vraiment le jour et la nuit entre les deux messages. Ils n'ont même pas pris la peine de nous contacter en disant qu'ils annulaient. Ils ont carrément annulé sans s'occuper de ce qui allait m'arriver. Et leur hôtel était complet en plus. Donc, de toute façon, il n'y avait plus de chambre. Vous avez procédé comment à partir de ce moment-là? J'ai appelé une autre agence de voyage et j'ai fait une réservation en remplacement équivalent à l'autre, à peu près. Voilà. Et puis voilà, nous avons payé une deuxième fois. Pierre-Joël a perdu plus de 1300 francs. Sabrina, elle, s'est retrouvée avec une facture encore plus salée. La chambre que j'avais réservée au mois de janvier, cette catégorie de chambre, il n'y avait plus de disponibilité. Donc du coup, j'ai dû réserver une catégorie supérieure. Et avec Amoma, j'avais une offre pour 6 nuits avec petit déjeuner. Et là, en fait, je paye plus cher pour 5 nuits sans petit déjeuner. Donc on avait pour 1350 francs au mois de janvier. Et là, j'ai repayé parce qu'on part au mois d'octobre. J'en ai pour 1400 francs pour 5 nuits. Est-ce que de la part de l'hôtelier, vous attendiez peut-être un geste ou J'aurais bien aimé parce que je leur ai expliqué la réservation. Donc je pensais quand même qu'ils allaient faire quelque chose. C'est un grand groupe, mais ils n'ont rien fait du tout. Sur Internet, les commentaires de clients mécontents affluent du monde entier. Certains touristes ont même appris la nouvelle après être arrivés sur place. Vous arrivez la veille de votre mariage et l'hôtel vous dit qu'Amoma a annulé la réservation pendant que vous étiez dans l'avion. Ils m'ont pris 1800 $ et impossible de les joindre. Récupérer son argent s'avère en général compliqué. Nos témoins n'ont pas connu la même fortune. Ils ont vraiment coupé les ponts, donc j'ai appelé l'office des faillites aussi, du reste, pour savoir si c'était en faillite. Et ils m'ont fait une réponse ambiguë en disant que ils ne pouvaient pas donner d'informations pour le moment. Voilà. Donc, de ce côté-là, non, plus rien à faire. Par contre, ma carte de crédit m'a confirmé qu'ils allaient me rembourser. J'attends, mais ils m'ont confirmé. J'ai appelé ma banque, j'ai fait un rappel de fonds. Ça n'a pas donné suite, il n'y a pas eu de retour. J'ai appelé mon assurance voyage, mais ils ne peuvent rien faire non plus. On a regardé s'ils ont un fonds de garantie pour le tourisme pour savoir si on pouvait peut-être se faire rembourser, mais ils ne font pas partie. On a appelé
Notre assurance ménage, on ne sait jamais, il n'y a pas eu de retour non plus. La seule solution qui me resterait, c'est peut-être de les mettre en poursuite. Mais je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de faire encore ça, parce que c'est beaucoup de démarches, c'est encore de l'argent dépensé. Si au bout ça aboutit pas, je ne sais pas. Cette société Amoma est-elle juste en cessation d'activité ou en faillite à Genève? Le registre du commerce n'indique rien pour l'instant. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il y a déjà une accumulation de poursuites contre Amoma. Sylvia Diaz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste à Bon à savoir. Alors, on va répondre à la question de Sabrina. Est-ce que ça vaut la peine de mettre Amoma aux poursuites en ce moment? En tout cas, si le créancier peut faire valoir quelque chose contre Amoma, c'est à peu près la seule voie possible, sachant que si la société Amoma se dirige vers une faillite, elle ne sera remboursée que s'il reste quelque chose. Oui. Et on sait dans ces cas-là que d'abord sont payés les employés, ensuite les assurances sociales. Et si cette entreprise a déjà beaucoup de poursuites contre elle, il y a des chances que même en produisant dans la faillite, on se retrouve finalement avec rien au final. D'accord. Voilà, que les yeux pour pleurer éventuellement. Notre témoin, Pierre Joël, a obtenu de sa carte de crédit qu'il soit remboursé, du moins sous réserve, entre guillemets. Est-ce qu'effectivement, les cartes de crédit remboursent des voyages lorsqu'il y a une faillite ou une cessation d'activité? En principe, non. Les sociétés de cartes de crédit remboursent en principe lorsqu'il y a une utilisation frauduleuse de la carte de crédit et que le client peut démontrer qu'il n'a pas de faute dans cette utilisation frauduleuse. Ici, on n'est pas dans le cas d'une utilisation frauduleuse, on est dans le cas d'un service non rendu. Oui. Or, la plupart, et je dirais même l'ensemble des sociétés de cartes de crédit, blindent leurs conditions générales en précisant bien qu'en cas de litige entre deux parties, elles ne font que l'intermédiaire et le client doit se diriger contre la société qui n'a pas rendu le service promis. Donc, pas sûr que la carte de crédit vous rembourse, loin de là, si je vous comprends bien. Sabrina fait aussi mention d'un fonds de garantie. Rappelez-nous ce que c'est. En Suisse, il existe un fonds de garantie auquel les agences de voyage peuvent s'affilier sur une base volontaire. Ce fonds permet aux clients des agences affiliées d'être effectivement remboursés au cas où l'agence fait faillite. Donc, ils sont couverts. Mais encore une fois, c'est une base volontaire. Et dans ce cas-là, les clients ne sont pas sûrs que leur agence en fasse partie. Ils doivent le vérifier, par exemple en vérifiant sur le site que l'agence avec laquelle ils ont conclu est bien affiliée. Ils pourront aussi le vérifier sur le site d'À Bon Entendeur. Et encore faut-il avoir réservé plus qu'une chambre d'hôtel. Il faut avoir réservé un voyage à forfait, c'est-à-dire au moins hôtel plus avion, par exemple. Dernière chose, Sabrina fait aussi mention de son assurance annulation voyage qui n'entre pas en matière. Ça vous surprend ? Ça ne me surprend pas parce que les assurances annulation sont de nature purement privée. Donc, elles indiquent clairement dans leurs conditions générales qu'est-ce qu'elles couvrent et qu'est-ce qu'elles ne couvrent pas. Oui. Donc, pour savoir si vous êtes couvert en cas de faillite du voyagiste, il faut que la prestation soit expressément mentionnée dans vos conditions générales. Et c'est assez rare, vous me disiez d'ailleurs. C'est assez rare, selon nos recherches. En principe, c'est plutôt si le voyageur annule pour raison de santé qu'il est couvert. Voilà. Mais les faillites de l'organisateur du voyagiste ou même d'une compagnie aérienne ne sont pas dans tous les cas couvertes. Oui, alors moralité de tout ça, s'il fallait résumer, Sylvia Diaz, peu de chances que nos témoins soient remboursés des séjours qu'ils ont dû payer à double, c'est bien ça. Ouais. Merci pour ces explications. Aussi pessimistes soient-elles, elles sont réalistes. Merci beaucoup et très bonne soirée. Merci.